Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous au Capitole du Libre. J'espère que vous avez été bien accueillis par tous mes collègues. Euh, Personnellement, je viens depuis quelques années au Capitole du Libre et j'avais envie aujourd'hui de vous proposer un petit exercice de découverte ou de redécouverte sur le logiciel libre et l'univers du logiciel libre un peu plus largement. Et donc, on va rester ensemble une petite heure. Si vous avez faim, il faudra attendre un petit peu. Et donc, pour ceux qui connaissent déjà le logiciel libre, qui connaît déjà le logiciel libre dans l'Assemblée? C'est bien. Et qui ne connaît pas ou peu le logiciel libre dans l'Assemblée? Merci beaucoup. Donc, cette conf s'adresse à l'ensemble de cette salle, puisque pour ceux qui vont découvrir certaines choses, j'espère que ça va vous être utile et ça va vous intéresser. Pour ceux qui connaissent déjà, ça peut aussi vous intéresser, puisque on va voir un peu on va dire, une petite approche, quelque chose pour parler du logiciel libre, que ce soit à nos proches ou à des gens qu'on ne connaît pas. Vous verrez, j'ai pris un angle, j'espère un petit peu original, mais c'est pour essayer de remettre un petit peu d'étoiles dans les yeux de ceux qui découvrent, comme nous, on a eu des étoiles dans les yeux quand on a pu découvrir le logiciel libre. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, bienvenue. Je m'appelle Mathieu. Je suis libriste depuis moultes années. Dans ma vie professionnelle, je fais du code. Voilà, c'est pas très original à cette conf, mais voilà. Et nous allons partir ensemble pour un voyage. C'est un voyage à la fois de l'esprit et puis des communautés, on va dire. Donc, si vous avez des questions, je vous remercierai de les garder au chaud pour la fin. Voilà, j'essaierai de réserver un petit temps pour ça. Donc c'est parti. Alors avant un voyage, en général, on aime bien se poser, se préparer, et on va discuter un petit peu ensemble. Ce que je voudrais savoir, c'est, parmi ceux qui ne connaissent pas le logiciel libre, est-ce que vous avez une toute petite idée de, on va dire, des notions sous-jacentes derrière le logiciel libre? Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que ça lui inspire? Ceux qui savent, vous dites rien. Personne ne veut se lancer? Allez, je vais commencer, puis ça va peut-être vous libérer. Ce qu'il faut comprendre du logiciel libre, c'est que globalement, ça repose sur 4 libertés. Alors j'ai un petit peu renommé, donc soyez pas surpris si ce n'est pas exactement ce que vous avez pu lire par ailleurs. La première des libertés, c'est celle d'utiliser le logiciel, sans contrainte. Personne ne vous dit, tu vas utiliser ce logiciel-là seulement si tu acceptes mes conditions à moi. Non. La deuxième liberté, c'est celle d'étudier le logiciel, de savoir comment il a été fait, par qui, comment. La troisième liberté, c'est celle de le modifier. Vous pouvez prendre un logiciel, et si vous avez envie de changer une icône, si vous avez envie de changer un bouton, si vous avez envie de rajouter des traductions, ou si vous avez envie de carrément changer le fonctionnement du logiciel parce qu'il y a des bugs ou ça ne vous plaît pas, vous pouvez le faire, pas de problème. Et puis bien sûr, vous pouvez partager, que ce soit la version originale, la version modifiée, n'importe. Voilà. Alors après, vous m'excuserez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, il y a des histoires de licence, diverses et variées, avec plus ou moins de contraintes, mais l'idée générale, elle est là. Ça va? Ouais. Alors, après ce petit feu qui permet de raviver un peu la flamme dans nos cœurs, vous vous endormez tous, et d'un seul coup, dans vos rêves, une voix se met à vous parler. Désolé pour les références un peu vieillottes, mais un personnage habillé d'une veste en cuir noir vous parle et vous dit « Voilà, bienvenue dans ce voyage, s'offre à vous 2 choix. Prenez la pilule bleue
Et ma foi, tout ce qu'on se sera dit aujourd'hui restera dans un coin de votre tête, mais vous pourrez continuer votre vie comme avant, sans aucune difficulté et sans vous poser trop de questions. Faut que je sourie ou ça Prenez la pilule rouge et alors là, on va s'embarquer dans quelque chose et peut-être que ça va vous faire réfléchir et peut-être que ça va même vous donner envie de vous plonger dans cet univers et peut-être même d'y participer. Vous vous réveillez bientôt chez vous dans votre maison douillette, prêt à partir, et puis vous vous souvenez de ce songe et vous vous dites mais où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on s'embarque? Moi je suis bien sur mon ordinateur, je suis bien sur le web, qu'est-ce qu'on s'embête? Mais il y a quand même cette petite voix intérieure et puis vous dites je prendrai bien la pilule rouge quand même et puis on va y aller. C'est parti, on part à l'aventure. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Merci. Ok, on y va. Pour bien chercher, il faut savoir ce qu'on cherche. Peut-être que ça résonnera dans votre tête. Ça vient d'une certaine série, mais c'est pas lui qui dit ça, c'est un autre. Donc voici Perceval de Kaamelott. C'est un personnage haut en couleur, n'est-ce pas? Il a ceci d'intéressant que il participe à la quête du Graal, mais pour lui, le Graal, s'il le trouve un jour, c'est bien. S'il ne le trouve pas, c'est pas très grave. Et en face, vous avez Lancelot, qui lui est tellement déterminé qu'il va en devenir presque fou. Tellement il veut trouver ce Graal, absolument, c'est sa vie, c'est son objectif ultime, et il ne saura pas vraiment prendre de recul et s'en détacher. Le seul problème dans tout ça, c'est que aucun des deux ne sait vraiment ce qu'est le Graal. Donc si ça se trouve, il paraît que c'est juste un saladier, on ne sait pas. Tout ça pour vous dire que quand on va dans l'univers du logiciel libre, on a beaucoup d'attentes parfois, on peut avoir des déceptions. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Ce n'est pas parce que je vais essayer de vous vendre le truc que vous trouverez forcément votre bonheur. C'est plus, si vous voulez, il faut voir ça comme une démarche, comme une réflexion. Et du coup, en ce sens, il se peut que vous ayez des expériences différentes les uns les autres. Il se peut que vous ayez des impressions différentes et que c'est pas grave. En fait, ce qui compte, c'est d'avancer, chacun à sa manière, et puis de voir en quoi le libre peut vous être utile dans votre vie et puis dans votre épanouissement numérique. Avant de partir vraiment à l'aventure, on aime bien en général s'entourer. On a besoin d'amis. Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question quand on part dans l'aventure du libre. Quel ami pourrait nous épauler dans cette quête? Et j'ai dit, mais non, c'est bien sûr le tout premier. Enfin, le tout premier, c'est pas le tout premier logiciel libre, mais on va dire celui qui va nous ouvrir les portes en grand du logiciel libre. Le plus évident, c'est Firefox. Qui utilise Firefox dans la salle? Ou dérivé? C'est bien, c'est bon, vous pouvez sortir. Je n'ai plus rien à vous dire. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, alors, c'est un ami, c'est un très bon ami. Alors, même si c'est un très bon ami, parfois, il y a des choses où on n'est pas d'accord. Donc, il ne fait pas toujours les choses exactement parfaitement comme on voudrait. Il a aussi ses intérêts, il y a aussi une fondation derrière. Voilà. Mais globalement, il a ce bon sens d'être plutôt respectueux envers ce que vous faites, de ne pas trop regarder ce que vous faites et d'essayer de vous donner des solutions pour vous sortir de là. Et on verra plus tard qu'en plus, il n'est pas tout seul. Donc on va démarrer, on va se plonger dans l'univers du web et du libre et de l'informatique grâce à Firefox en premier lieu. Et ensuite, on va prendre cette sorte d'embarcation et on va essayer de survivre au milieu d'un océan déchaîné. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va sur le web, on va le voir, ça va être un peu brutal, mais vous allez comprendre, c'est un univers impitoyable.
Et en gros, alors là, on voit une mer au loin déchaînée, un peu comme ceci. Et on se dit, waouh, faut qu'on survive. Alors, est-ce que vous êtes sur le bateau ou est-ce que c'est vous qu'on vient pêcher dans la mer? Bonne question. J'ai ma petite idée. C'est pas beau, hein? Alors voici le site du Monde, un journal français bien établi. Je vous ai épargné les horreurs qui sont écrites dans les différents articles pour aujourd'hui, parce qu'on est entre nous. Mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt de voir le magnifique habillage publicitaire qui entoure de là jusqu'à là, qui est un peu discutable au regard de l'intrusion que ça apporte dans votre navigation. Mais ça, c'est juste la partie visible. Là, on va essayer de se projeter derrière l'écran. Qu'est-ce qui se passe derrière l'écran? Je suppose que la plupart d'entre vous utilisent des bloqueurs de publicité. Qui n'utilise pas de bloqueur de publicité? D'accord. Je compatis. On va rentrer un peu plus dans le dur, on va plonger au fond de l'océan et on va essayer de regarder ce qui se passe. Voilà, désolé. Ceci est un graphe absolument affreux, vous allez vite comprendre. Quand on va sur lemonde.fr, c'est le petit point qui est au milieu, excusez-moi, c'est ma paume. C'est le petit point qui est au milieu ici. Et tous les triangles qui sont reliés à ce point au milieu représentent ce qu'on appelle des requêtes. Ça va être un petit peu technique, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Ce sont des requêtes qui émanent de ce site. C'est-à-dire que quand vous allez sur lemonde.fr, votre navigateur, donc Firefox, votre meilleur ami, je vous le rappelle, interroge le site du monde.fr et le site du monde.fr lui demande au fait, tiens, je te donne ton article, mais ce qui serait bien, c'est que tu ailles me chercher ça, 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 tu ailles me chercher ça. Le web, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que c'est un agrégat de plein de données qui proviennent de potentiellement plein de sources différentes. Et dans ce cas-là, il y en a énormément. Tout ça, ça représente des requêtes vers des sites, d'autres sites qui n'ont rien à voir. La plupart sont ce qu'on appelle des trackers. Ça veut dire que ce sont des sites qui mesurent, par exemple, l'audience, qui cherchent à profiler un peu les gens, pour savoir comment ils naviguent, qu'est-ce qu'ils regardent, etc. Donc, bon, jusque-là, ok, c'est bien. Maintenant, je vais sur un autre site, darty.fr. Que se passe-t-il? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il y a un petit Facebook en haut qui traîne. Il est là. Et lui, il est connecté en quelque sorte. Il est interrogé lorsque vous allez sur lemonde.fr. Et je vais y revenir. Et en fait, on le retrouve ici, au milieu. Et en fait, cette fois, il n'est plus seulement interrogé par lemonde.fr, il est aussi interrogé par Darty. Il y a une connexion qui se fait entre les deux par l'intermédiaire de Facebook. Je vais y revenir, on va comprendre ce que c'est. Donc là, vous voyez Darty, pas mieux. Encore plein de trackers supplémentaires. Et puis allez, j'en fais un troisième. Le Bon Coin, et alors là, on a l'impression qu'il y a la galaxie tout entière qui est au courant qu'on navigue sur Internet, quoi. Voilà. Et je dis bien, et au courant. Donc là, on commence à se dire, oulala, ça commence à être tentaculaire, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en fait, moi, je veux juste aller sur Le Monde, je veux juste aller acheter quelque chose sur un site marchand, j'ai rien demandé, en fait. Alors, tout ça, c'est assez technique. Alors, ce que je vous dis là, c'est à
à nuancer, j'y reviendrai. Vous avez quand même un petit ami qui s'appelle le RGPD. Vous savez, les bannières là, en bas là. Est-ce qu'il y en a qui cliquent sur accepter tout? Personne? Ah, vous êtes bon quand même. Ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que cette loi magnifique européenne a des effets quand même, donc c'est bien. Donc effectivement, bon, quand vous cliquez sur refuser, du coup, il y a moins ces trackers-là, mais quand même, il peut y en avoir. Donc, je reviens un peu sur la partie plus technique. Lorsque vous faites une visite sur une navigation sur un site, donc je vous ai dit, il y a d'autres requêtes qui sont faites par le navigateur, à la demande du site initial. Hein. Ce n'est pas le navigateur qui choisit, hein. C'est vraiment le monde, machin, qui dit bah, va chercher ça. Et là, typiquement, donc je vous parlais de Facebook, voici une requête vers Facebook. Ça parle à des gens, ça? Un peu, hein, pas beaucoup. Hein. Merci. Donc ça, c'est technique. Ça s'appelle une URL, donc c'est une adresse. Et lorsqu'un navigateur fait une requête, en fait, il va chercher une donnée à une adresse. Ben, voilà une adresse. Et dans l'adresse, en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le domaine, c'est-à-dire le serveur, facebook.com. Et ensuite, il y a des paramètres. Donc, c'est des données additionnelles qu'on vient pour que le serveur en face, il sache à peu près qu'est-ce qu'on lui demande. Donc là, il y a plusieurs paramètres. Il y a un ID, on ne sait pas trop ce que c'est, EV, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le DL égale https://www.lemonde.fr/budget-2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez sur lemonde.fr, que vous allez consulter un article budget 2026, votre navigateur fait une requête vers Facebook en lui disant « Je viens de lemonde.fr/budget 2026 ». Donc Facebook, en fait, est au courant sur quelle page vous êtes en train de lire. Je ne suis pas persuadé que ce soit très sympathique comme idée. Mais heureusement, Firefox n'est pas tout seul. Et il existe des extensions supplémentaires qu'on peut ajouter au navigateur. Alors ça, c'est mon kit de démarrage à moi, que je conseille en général. Il peut exister d'autres extensions, parfois complémentaires. Mais celles-là, je sélectionne parce qu'elles ont le bon goût d'être libres et de ne pas faire de choses un peu bizarres. Parce que par exemple, vous avez certains bloqueurs de pubs que je ne nommerai pas, qui parfois, bloquent des pubs, mais en profitent pour en glisser d'autres, qui les arrangent mieux. Bon, c'est pas forcément une bonne idée. Donc toutes ces extensions-là, elles vont permettre globalement, je ne vais pas forcément faire tout le détail, mais elles permettent de bloquer des trackers. Elles permettent d'éviter à certains chargements de sites d'aller chercher par exemple des polices de caractères supplémentaires ailleurs ou certaines images. Je pense à Decentralized par exemple. En fait, il va lui-même fournir ce qu'il faut au site pour qu'il fonctionne, plutôt que le site aille demander « va me chercher ça là-bas, il me chercher ça là-bas, il me chercher ça là-bas », ce qui au passage permettrait à différents fournisseurs de savoir ce que vous êtes en train de faire. Et vous avez des containers style Facebook Container, Google Container, qui vont vous permettre quand même de vous connecter à peu près bien sur vos réseaux sociaux, par exemple, tout en limitant le tracking. Donc du coup, une fois qu'on installe ces trackers-là, voilà ce qui se passe. On retourne sur lemonde.fr, il n'y a plus que ça. On va sur darty.fr, il n'y a plus que ça. Et on va sur lebouquin.fr, il n'y a plus que ça. Ça fait le ménage. Alors, est-ce que c'est fiable à 100%? Non. Parfois, il y a quand même des trackers qui ne sont pas listés, mais bon, globalement, c'est quand même assez puissant. Hein. Aucune solution n'étant parfaite de toute manière. Et alors là, tout à l'heure, on était devant une espèce d'hydre énorme qui venait vouloir pomper toutes nos données partout, voir ce qu'on fait de partout, etc. Et bien maintenant, les trackers, ils sont un peu hébétés, ils ne savent plus trop comment faire. Donc on les a neutralisés en quelque sorte.
du mieux qu'on pouvait. Après, peut-être qu'il y a par endroits des choses qui ne sont pas bloquées, mais voilà, dans la grande majorité, on est tranquille. Et du coup, pour le monsieur qui n'avait pas de bloqueur de publicité, voici la vie sans publicité. C'est un peu plus confortable. Alors après, je sais que ça peut amener des questions sur oui, mais le modèle économique, etc., etc. Bon, on pourra en débattre plus tard, si vous voulez. L'intérêt, si vous voulez, c'est pas tant de bloquer la publicité en tant que telle, c'est vraiment de limiter le tracking, quoi. Parce qu'en fait, oui, la publicité, d'accord, admettons, pourquoi pas, mais si c'est au prix de ma vie privée quand je surfe sur Internet, je ne suis pas convaincu que le jeu en vaille la chandelle. Mais bon, c'est malheureusement, beaucoup d'acteurs du numérique ne voient que par l'aspect économique des choses et se préoccupent assez peu de ces questions-là. Maintenant qu'on a navigué sur le web de manière voilà, un peu plus sécurisée, on va dire, nous allons devoir briser certaines chaînes, voire toutes si on peut. Je vous le dis tout de suite, on ne va pas arriver à briser toutes les chaînes, en tout cas pas d'un seul coup, et pas tout de suite, mais on va quand même y arriver. On va se retrouver face à un autre type de créature. Ça vous fait pas peur, ça? Non? Vous devriez avoir peur. Voici le cauchemar. 3 machines à café, 3 formats de dosettes différentes. Est-ce que c'est un progrès? Je ne suis pas convaincu. Je vous présente, mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, les formats propriétaires. Plus fort. Merci. Les formats propriétaires de toutes sortes. Alors là, je vous ai mis des formats, on va dire, physiques, mais ça existe aussi dans le numérique, bien entendu, mais je voulais une illustration un peu concrète de la vie de tous les jours. Les formats propriétaires visent à une seule chose, rendre les clients captifs et vous forcer à acheter les produits du constructeur, du vendeur, ce que vous voulez. Et le problème de ça, c'est qu'une fois que vous êtes rentré dans un système propriétaire, pour en sortir, c'est pénible. Parce que quand vous avez déjà déboursé je ne sais combien d'euros dans une machine comme ça, vous n'avez pas envie d'en acheter 2 autres, juste pour avoir des dosettes voilà, de toutes sortes, quoi. Forcément. Vous allez naturellement rester dans l'écosystème. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Non, bien sûr que non. Pourquoi? C'est le même format et c'est ouvert. C'est juste du café moulu dans les 3 cas. Voilà, prenez n'importe quel sachet de café moulu et on est bon. Très bien, ça c'est du progrès. Donc dans le monde du numérique, alors des formats propriétaires, vous en avez je ne sais combien. Alors, bon, j'ai pris ceux que tout le monde connaît le plus. Donc des formats de chez Microsoft Office, par exemple, Word, Excel, machin, Il y a des subtilités, ils ont pondu un format DocX, XLSX, machin, mais ils sont censés être un peu ouverts, un peu standards, mais dans les faits, ça ne marche pas très bien, parce que ça n'a pas été très bien fait. Donc c'est compliqué. Donc en face, par exemple, vous avez plutôt des formats de type Open Document Foundation qui sont lisibles par des logiciels type LibreOffice ou autres, qui eux sont très bien standardisés, aucun problème, la norme est tout à fait ouverte. Quel logiciel veut implémenter ça le peut, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est fondamental. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, un format propriétaire en fait va naturellement vous enfermer dans un écosystème. Quand je dis à des gens, par exemple, mais tu sais, tu peux utiliser LibreOffice, on me dit oui, mais mes anciens documents, que tout ce que j'ai fait sous Word, pardon, je peux pas les ouvrir sur LibreOffice, ça marche pas très bien, etc. Donc cercle vicieux, on continue à utiliser les mêmes logiciels, on n'en sort pas. Donc voilà. Alors que là, si je vous dis, bah, j'ai plein de documents LibreOffice me plaît pas, bah, c'est pas grave, prends un autre. Il y en a d'autres. Il y a du Happy Word, il y a tout ce qu'on veut.
c'est pas grave. Bon, les formats, voilà, on va dire, c'est une grosse épine dans le pied, ça fait très mal, mais c'est pas les pires. C'est pas le pire du problème. Voici le big boss. J'ai envie de dire le big boss final de tous les boss finaux. Alors celui-là, il est assez méchant parce que les formats propriétaires, bon, vous pouvez quand même utiliser le logiciel sur la machine à peu près que vous voulez. Bon, des fois, il y a des restrictions d'installation, mais bon. Il y en a qui commencent à me voir revenir, je pense. Mais le big boss final, c'est ça. Enfin, c'est un exemple. C'est pas que lui. Microsoft 365, par exemple, avec son système d'abonnement. C'est pas magique, ça. Vous n'avez même plus le logiciel. Vous voulez continuer à travailler, eh ben, faut continuer à vous abonner. Facile. Donc là, on est un peu sur le summum du client captif. Je ne sais même pas s'il est encore possible de se procurer des versions modernes de Microsoft Office sans abonnement, mais en tout cas, ça devient très très compliqué. Alors, ils sont sympas, parce que différentes gammes de prix, ils sont trop cool. Puis vous avez des réductions par moment, c'est génial. Donc ça, c'est typiquement le modèle. On a pareil chez Adobe, par exemple, avec Illustrator, Photoshop, c'est le même modèle. Vous ne pouvez plus télécharger un logiciel de chez Adobe, l'installer. Non, il faut forcément passer par l'abonnement, la licence, etc. Vous avez plein de services comme ça, du Google Maps, du Google Forms, du Zoom, voilà, tout ce que vous voulez. Donc là, ce sont des services, voilà, qui vont en fait essayer au maximum de venir s'insinuer dans vos usages quotidiens. Et puis une fois que c'est entré dans vos routines, et particulièrement dans le monde professionnel, par exemple, et pour sortir de là, à chaque fois, l'excuse, c'est oui, mais c'est trop cher, oui, mais maintenant on a mis ça en place, ça marche, voilà. Et on est un peu démunis après. Et je reprends un petit dessin de notre ami J, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, peut-être, vous aurez peut-être l'occasion de le croiser. Il fait partie de l'April, il aime bien dessiner des petits dessins comme ça. Ça dit, mais bien sûr que vous êtes libre, pourquoi allez-vous donc penser le contraire? Ah oui, c'est sûr, tu as Windows d'un côté, le cloud Azure machin, Microsoft 365 de l'autre. Bon, on n'en finit plus, quoi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on se retrouve dans un écosystème où on n'arrive plus à sortir parce que tout est tellement interconnecté, tout est tellement... on n'a même pas le temps de réfléchir que hop, ça part sur OneDrive, terminé. Fini. Oh, pardon. Du coup, en face, qu'est-ce qu'on peut faire? Rassurez-vous, il existe quand même des services libres qu'on peut utiliser de manière, j'allais dire, en toute tranquillité, quoi. Donc, par exemple, Framasoft a lancé déjà il y a quelques années une campagne dégooglisons Internet, s'il vous plaît, où l'objectif c'était de fournir un certain nombre de services. Alors, pas forcément eux qui ont créé les services en soi, mais ils ont en grande partie mis à disposition, voire amélioré. J'ai fait une toute petite sélection, il y en a beaucoup plus que ça. Donc typiquement, on a Framacarte pour faire de l'édition de cartes collaboratives. Alors, je vais rebondir là-dessus vite fait. Un concurrent direct de Google Maps, c'est OpenStreetMap. Je ne l'ai pas mis là, mais c'est plus, si vous voulez une alternative, c'est plus OpenStreetMap qu'il faut aller voir. Mais pour l'édition de cartes, si vous voulez, je ne sais pas, moi, dessiner un plan avec un parcours de trail ou j'en sais rien, vous pouvez utiliser Framacarte. Framaform, ça va remplacer Google Forms. Framatalk, c'est plus pour les visios. Framadate, c'est tout ce qui est sondage pour choisir une date à plusieurs, donc ça va remplacer typiquement Doodle.
Il fonctionne très très bien. Donc souvent, celui-là, je le pousse parce qu'il est très simple et il n'y a pas besoin de compte, rien du tout. C'est très facile d'utilisation. Framacalc, ça va remplacer des services type Google Spreadsheet pour que vous puissiez partager des tableurs et les éditer de manière collaborative. Ça, c'est très important. Et un peu dans la même veine, vous avez Framapad qui va remplacer Google Doc. Donc là, c'est plus un éditeur de texte basique, mais sur lequel vous pouvez venir éditer à plusieurs en même temps. Comme Framacalc d'ailleurs, on peut l'éditer en même temps. Ça, je pense souvent aux étudiants pour ça, parce que moi-même, quand j'étais étudiant, Adrien pourra témoigner, on utilisait beaucoup ça pour rédiger des travaux en commun, plutôt que de faire un fichier Word, du coup, que chacun en éditait successivement. Non, en fait, on venait tous là, on édite directement, et paf, c'est super efficace. Voilà, il y en a d'autres, des services de ce type-là. Vous pouvez aller voir sur le site dégooglisons internet.org. Et je pense que ça peut vous servir. Est-ce qu'il y a une alternative pour chaque service propriétaire existant? Bien sûr que non. Est-ce que ça remplit exactement les mêmes fonctions que les services propriétaires? Sans doute pas. Mais pour un usage relativement simple, et encore, il y a des outils libres qui sont extrêmement puissants, on le verra tout à l'heure, ça peut quand même vous aider. Donc c'est pareil, quand vous vous adressez à des gens qui ne connaissent pas, etc., je pense qu'il ne faut pas forcément essayer de les convertir de bout en bout en leur disant tu vas installer Linux et puis tu vas mettre LibreOffice et puis machin. Il faut essayer d'y aller plutôt par étapes. Et typiquement, ce genre de service, c'est assez indolore. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce genre de service aussi, c'est assez indolore. Ça permet aussi d'avoir des feedbacks parce que quand il y a des choses, des bugs ou des problèmes d'ergonomie qui ne sont pas bons, on peut les remonter. Je vais revenir après. Et là, d'un seul coup, on n'est plus face à Godzilla, mais on est bien là, dans la prairie, on court, on est libre, et ça va mieux. On respire. Alors vous allez me dire, c'est bien beau Mathieu, mais des logiciels libres partout, regarde au travail, comment je fais, je peux pas dire à ma boîte, mon patron ou à mon SI, ah non, tu comprends, Word, laisse tomber, utilise LibreOffice, ça marche pas. Donc c'est ce que je vous disais au début, il ne faut pas forcément chercher à vouloir tout convertir d'un seul coup, il faut mieux essayer d'y aller étape par étape. Quand vous avez des collègues qui veulent organiser un after-work, par exemple, profitez-en pour leur glisser Doodle, pas terrible, parce que c'est un service propriétaire, on ne sait pas trop ce qu'ils font de nos adresses mail, etc. Donc vous pouvez plutôt leur dire, tiens, Framadat, ça suffira, il n'y a pas besoin de plus que ça. Des petites choses comme ça. Et quand on embarque dans le monde du logiciel libre, je pense qu'il faut garder à l'esprit que la curiosité est un trésor, comme je l'ai écrit là. C'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin à chaque fois, qui va vous permettre d'aller explorer des choses, qui va vous permettre de découvrir des choses et d'être de plus en plus à l'aise dans cet univers-là et de plus en plus, connecté, j'ai envie de dire, avec cet univers-là. Au bout d'un moment, je ne l'ai pas expliqué au début, mais une des raisons pour laquelle j'ai voulu proposer cette conférence, c'est que moi-même, je baigne dedans depuis plusieurs années, et au bout d'un moment, je me rends compte que je fais ça, j'utilise des logiciels libres, je suis sur Linux à la maison, partout sur mes ordinateurs, je finis par plus me rendre compte, en fait. Ça, c'est devenu un réflexe, quoi. Je ne me viens même pas à l'idée d'acheter un ordinateur avec du Windows dessus. Je ne suis plus du tout dans ce monde-là, quoi. Alors après, dans le milieu professionnel, c'est différent, mais à titre personnel, voilà. Et c'est cette curiosité-là qui m'a permis d'avancer à chaque fois. Et à chaque fois que je pouvais rencontrer un obstacle, parce qu'il y en a, j'allais plus loin, j'allais voir des gens, j'allais chercher sur des forums des questions. Et on va le voir, mais c'est la communauté aussi qui va nous permettre d'avancer. Donc quand on découvre le logiciel libre, on est un peu mais c'est incroyable, dis donc, je peux avoir ce logiciel-là gratuitement et en plus je peux même le modifier si je veux, mais c'est incroyable.
un exemple d'un logiciel bon, en partie libre. Ubuntu, qui est une distribution Linux probablement la plus démocratisée, qui fonctionne super bien aussi parce qu'elle a fait quelques compromis en autorisant l'installation de pilotes propriétaires, par exemple. Je pense notamment à certaines cartes graphiques. Si on veut que ça fonctionne, parfois, il n'y a pas d'alternative libre. Il y a des pilotes graphiques, par exemple, mais il n'y en a pas forcément qui fonctionnent très bien sur toutes les cartes, etc. Donc, il faut arriver à faire des compromis. Donc, c'est le parti pris de Ubuntu. Il y a d'autres distributions Linux qui vont être beaucoup plus, comment dire, sévères dans leur sélection de critères et qui vont vraiment ne fournir que du logiciel libre. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'une distribution Linux? Oui, alors voilà. Alors, typiquement, on me montre un t-shirt Arch Linux. Arch Linux, c'est une distribution 100% libre et qui fonctionne très très bien. Mais toujours dans l'idée d'y aller étape par étape, surtout quand on ne connaît pas, dire à quelqu'un tu vas installer un Arch Linux, enfin, je sais pas, je pense qu'on partagera cet avis, mais faut être motivé, quoi. C'est possible, il n'y a pas de problème, mais il faut être motivé parce qu'il faut être dégourdi, il faut avoir un peu d'expérience. Tandis qu'une Ubuntu, par exemple, le gros avantage, c'est que vous n'allez pas être trop perdu. C'est à peu près c'est une disposition de bureau qui est classique. Vous pouvez installer des logiciels avec une espèce de store d'applications. Vous retrouvez Firefox par défaut. Enfin voilà, vous n'allez pas être très perdu, quoi. Vous avez vos fichiers. Mais ensuite, lorsqu'on a donc une distribution Linux ou qu'on veut juste utiliser des logiciels libres, il faut essayer de mesurer un peu l'étendue de ce que propose l'univers du logiciel libre. C'est pas facile. J'aurais pu faire 1 heure de conf sur un catalogue de tout ce qui se fait dans le logiciel libre. Mais en vrai, c'est à vous de découvrir aussi en fonction de vos besoins. Si je vous parle 3/4 d'heure de tout ce qui concerne l'édition vidéo, ça ne va pas forcément vous intéresser. Donc je voulais juste vous montrer 2-3 exemples pour que vous ayez une petite idée, surtout ceux qui ne connaissent pas, de ce que peut proposer le logiciel libre. Donc vous avez la suite LibreOffice, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui se pose en alternative à Microsoft Office, et qui fonctionne généralement bien. C'est pas du 1 pour 1, encore une fois, vous ne retrouvez pas forcément nécessairement toutes les mêmes fonctions. Il y a certains documents provenant de Word que LibreOffice va avoir du mal à ouvrir, mais bon, dans la majorité des cas, ça va aller. Lorsqu'on veut un peu plus se divertir, par exemple, on peut trouver des jeux vidéo. Typiquement ici, OAD, ou 0AD, pardon. C'est même en 3D, hein, vous dire ce qu'on arrive à faire en logiciel libre, c'est fou. Vous allez trouver des logiciels d'édition 3D, de modélisation 3D, comme Blender. Alors Blender, lui, c'est simple, on peut faire des films avec, hein, pas compliqué. C'est un logiciel de catégorie industrielle. Très clairement, c'est porté par une fondation. Ils s'en servent pour des productions. On n'est pas du tout sur un logiciel amateur, là. On est sur quelque chose de très professionnel. Et c'est libre, entièrement libre. Il n'y a pas un bout de code propriétaire là-dedans. Et pour pratiquer moi-même ce genre d'outils à mes heures perdues, je peux vous dire que ça marche extrêmement bien. Et puis, on peut très bien aussi trouver du logiciel libre vers des aspects plus scientifiques. Par exemple, ici, RStudio, qui va permettre de vous faciliter vos analyses statistiques, par exemple. Vous allez pouvoir faire des scripts qui vont analyser des données, qui vont sortir des data visualisations, comme on dit, et ce, entièrement gratuitement. Dans ma famille, j'ai une proche qui a fait sa thèse entièrement avec RStudio. Et ça donne des résultats très, très satisfaisants. Voilà, c'est un léger panorama, mais ça donne une idée un peu de l'étendue. C'est-à-dire qu'on va de logiciels assez grand public à de logiciels très, très pointus, en passant par des logiciels voilà, de 3D, etc. Il y en a d'autres, il y a de la musique, tout ce qu'on veut.
Si vous avez un peu le vertige quand vous regardez le monde du logiciel libre, hein, que vous découvrez, vous dites oh là là, attends, il nous parle de ça, je ne vais jamais m'en sortir, moi, je ne sais même pas installer Linux. Voilà. Ne vous découragez pas, vous n'êtes pas seul. Je pense que le Capitole du Libre en est la preuve. C'est-à-dire que le monde du libre, c'est aussi un assemblage de communautés. C'est un assemblage de volontés. C'est un assemblage d'événements. Et donc tout ça, ça constitue vraiment un univers dans lequel vous serez plus juste le petit pingouin perdu dans son étendue, aussi magnifique soit-elle, mais très très grande et vaste. Pour citer quelques associations et quelques groupes et que vous trouverez ici, vous avez l'April, donc il y a un stand de l'April au Capitole du Livre, tous les ans. Donc c'est une association qui va vraiment faire la promotion et la défense du logiciel libre. Donc là-dessus, si vous trouvez des représentants de l'April, je pense que vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voudrez, il n'y aura pas de problème. Vous avez Framasoft, donc j'en ai parlé un peu plus tôt, qui propose pas mal d'éducation populaire autour du numérique, qui propose donc des services libres, voilà, qui s'occupe pas mal de médiation. Et les chatons, alors les chatons, ce n'est pas une association en tant que telle, c'est une initiative issue de Framasoft, parce que ils se sont vite rendus compte que c'est bien, notamment de proposer des logiciels libres et des services libres, pardon, mais le faire tout seul, c'est pas possible. On ne peut pas dire je vais dégoogliser Internet et faire un Internet de Framasoft. Ça n'a aucun sens, parce que du coup, on se retrouve dans une architecture centralisée. Et à la fin, on n'y a rien gagné, quoi. Parce qu'on se retrouve avec, enfin, on a gagné que c'est libre, mais on se retrouve avec un seul acteur majeur, et ça ne nous arrange pas. Donc ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont voulu essaimer, donc ils ont aidé des associations, sans doute la plupart déjà existantes ou nouvellement créées, qui se sont un peu emparées de la question et qui elles-mêmes proposent certains services en hébergement. Donc vous pouvez aussi vous rapprocher de Framasoft pour cette question-là, mais vous pouvez consulter sur Internet, vous trouverez la liste des associations qui sont recensées sous l'initiative des chatons pour trouver les associations locales, quoi, qui sont les plus proches de chez vous, par exemple. Voilà. Et justement, en parlant d'asso local, alors on parle bien souvent de groupes d'utilisateurs Linux ou de groupes d'utilisateurs de logiciels libres, donc les GUL. C'est pareil, c'est l'appellation un peu générique pour identifier toutes les associations qui vont faire des actions autour du logiciel libre, qui vont faire par exemple des install parties. Vous avez une install party actuellement au premier étage de ce bâtiment. Donc si vous avez des problèmes sur votre ordinateur, vous souhaitez installer Linux, allez voir nos camarades de l'Install Party, mais souvent, voilà, il y a des associations qui organisent ça localement. Ça peut être voilà, vraiment juste sur un problème très ponctuel. Par exemple, je ne sais pas, un logiciel qui ne se lance pas, ou il y a un bug, qu'on essaie de regarder. Peut-être des fois, on ne peut pas vous aider, mais dans la très grande majorité des cas, on arrive à apporter une solution. À ne pas négliger, alors je n'ai pas développé ça tellement parce que je ne suis pas hyper au point, mais je sais qu'il existe des initiatives publiques de certaines municipalités ou de certaines métropoles où sont mises en place des créneaux de médiation numérique qui peuvent être en lien avec le logiciel libre aussi. Voilà. Je sais que du côté où j'habite, on a une municipalité qui commence à préparer une install party pour l'année prochaine, notamment dû au fameux problème du passage à Windows 11. Il y a beaucoup d'ordinateurs qui se retrouvent un peu sur le bord de la route parce que Windows 11 dit qu'ils ne sont pas compatibles. Et donc là, c'est peut-être l'occasion pour certains de basculer sur Linux, puisque Linux, ça fonctionnera. Pour retrouver les différents événements qui peuvent graviter autour du logiciel libre, vous pouvez consulter l'agenda du libre. C'est un agenda dans lequel sont recensés, au moins au niveau national, les événements autour du libre. Donc
Donc ça concerne tous les événements, les petits événements comme les gros. D'accord. Donc s'il y a genre une permanence de tel assaut, tel jour, ce sera probablement noté dans l'agenda du libre. Et si ça ne l'est pas, demandez-leur de le noter, comme ça on y voit plus clair. C'est participatif, hein, donc faut pas hésiter. Hein. Et vous n'êtes pas seul non seulement en France, mais vous n'êtes pas seul aussi au niveau international, parce qu'en fait, le monde du libre, il n'y a pas de frontières. C'est global. Donc vous allez trouver des personnes à l'autre bout du monde qui peuvent vous répondre sur des questions techniques ou non, dans différents espaces de communauté. Il suffit de chercher hein, sur Internet, il n'y a pas de mystère. Vous allez trouver différentes communautés. Certaines généralistes, certaines qui vont être gravitées autour d'un logiciel, par exemple. Hein, vous trouverez des forums pour LibreOffice, par exemple, ou pour Firefox. Ou, voilà, vous trouverez toujours des gens qui seront prêts à vous aider. J'ai jamais vu un libriste pas prêt à aider. Hein, ça n'existe pas. Voilà. On arrive au bout de cette présentation et je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la communauté du libre, pour ceux qui nous rejoignent. Et pour ceux qui y étaient déjà, j'espère que ça vous aura peut-être apporté des réflexions et peut-être voilà, des approches pour en parler aussi autour de vous. J'aime bien cette approche d'y aller progressivement, un pas après l'autre, sans forcément brusquer, parce que je sais que des fois, on peut avoir des discussions passionnées autour du libre, et ça peut parfois rebuter en fait les gens qui sont en face et qui se disent mais c'est un peu bizarre ton truc là. Donc vaut mieux essayer d'y aller par petites touches, même si en fait la personne n'aura installé que Firefox sur son Windows, et ben ce sera toujours ça. Voilà. L'important c'est la réflexion, c'est le chemin, et chacun y avance à sa manière. Je voudrais remercier vous tous et toutes pour m'avoir écouté. Et puis l'équipe du Capitole du Libre. Merci Adrien pour l'ordinateur. Et si vous avez des questions, je vous écoute. N'hésitez pas, je ne mange pas. Ah, je ne mords pas. Attendez, on vous apporte un micro parce que pour l'enregistrement, il faut qu'on puisse entendre votre question. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour la présentation. Tout au début, vous avez présenté un graphe sur l'AMI Firefox. Après installation de quelques bloqueurs, on a vu que les liens se sont réduits. Ma curiosité, c'est de savoir si la réduction des liens, c'est lié à tous les bloqueurs qui ont été mis en place, ou c'est un seul bloqueur, ou quel est le bloqueur le plus efficace qui vous a permis de sortir le dernier graphe, en fait. Merci. Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Alors, le résultat que vous avez vu est issu de l'ensemble des extensions que j'ai ajoutées. Je vais revenir sur la slide. Ce sera plus facile de discuter. Elle est un peu loin. Hop. Voilà. Je dirais que la principale à installer au tout début, c'est Microblock Origin. C'est vraiment le bloqueur de publicité. C'est lui qui va avoir la majeure partie des trackers listés dans ces listes noires. Mais vous avez aussi, par exemple, Privacy Badger. Privacy Badger, son utilité, c'est de bloquer d'empêcher l'affichage de contenu embarqué. Par exemple, une vidéo YouTube ou un post Twitter, en fait, il va le bloquer. Vous allez sur une page, par exemple, et puis dans la page, il y a intégré un commentaire Twitter. En fait, de base, il va le bloquer. Parce que, en fait, sinon, ça peut être considéré comme du contenu légitime, et ça va passer. Sauf qu'en fait, lui, Privacy Badger, par défaut, il va le bloquer, mais vous pouvez cliquer dessus pour débloquer le contenu, si vous voulez voir. C'est un comportement qui permet en fait d'abord on se prémunit, et puis si vraiment on sent qu'il y a un intérêt à aller voir ça, bon, dans ces cas-là on a le contrôle. Ça permet d'avoir le contrôle sur ce qui s'affiche. Cookie auto-delete, ça va permettre au fur et à mesure supprimer les cookies qui s'installent sur le navigateur.
C'est important parce que quand vous avez des cookies qui s'accumulent dans votre navigateur, ça fait autant de données qui peuvent permettre des croisements dans votre navigation. Consent automatique, c'est une extension qui va automatiquement sélectionner et refuser tout dans les bannières cookies. Ça marche dans 90% des cas. Ça fait plusieurs années que je l'ai et ça marche très très bien. Decentralize, j'en ai parlé, donc ça va bloquer des contenus externes. C'est un peu plus technique, mais c'est typiquement des polices de caractère, choses comme ça. Voilà, donc je dirais dans l'ordre uBlock Origin, mais les autres sont aussi importants. Et il y en a peut-être que j'ai oublié, mais voilà, c'est parfois faut être un peu agressif. Alors, sachant que malheureusement, parfois, certains trackers vont quand même être chargés et en fait vont regarder la liste des extensions qui sont installées. En fait, ils ont juste à tester s'il y a certaines fonctions qui sont présentes qui fonctionnent. Comme ça leur permet de savoir quelles extensions sont installées sur le navigateur. Et du coup, ça permet d'avoir un petit élément parmi d'autres pour avoir un profil un peu précis de qui vous êtes. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Merci beaucoup. Donc effectivement, merci pour la présentation. Ma question, elle est un petit peu sur le même sujet, mais là, ces bloqueurs-là, ils sont présents surtout sur les navigateurs, donc quand on est sur son PC. Quid du téléphone? Est-ce qu'on peut avoir les mêmes bloqueurs lorsqu'on utilise un Firefox, par exemple? Est-ce qu'il y a des moyens de se prémunir, à minima, sur le navigateur de son téléphone? Voilà. Ouais, très bonne question aussi, merci. J'ai pas trop parlé du mobile, c'est vrai. Je m'en excuse. L'univers du mobile, c'est encore un peu particulier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe Firefox pour mobile, sur lequel vous pouvez aussi installer la plupart de ces extensions-là. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions avant d'aller manger? Oui. Oui, bonjour. Par simple curiosité, comment fonctionne le modèle économique du libre? Merci, très bonne question. On va faire une conf de 2 heures sur le sujet après. Non. C'est un très vaste sujet. Alors le libre, ça rime pas nécessairement avec gratuit, puisque ça représente des sommes de travail considérables, et je pèse mes mots. On ne se rend pas compte, mais il faut une équipe entière pour du Firefox. Même pour des extensions comme ça demande énormément de travail, souvent à plusieurs personnes. Donc, ça dépend des projets. Certains projets font le choix de rester entièrement bénévoles. Donc, en gros, ils ne se financent pas. Voilà, ils font ça parce qu'ils croient en ce qu'ils font et ça a du sens pour eux. Il y a certains outils qui vont proposer des offres complémentaires payantes. Je pense par exemple à Blender. Blender, le logiciel est complètement libre, il n'y a pas de problème. Et à côté de ça, il propose par exemple est-ce que c'est encore d'actualité? Je ne sais plus, mais en tout cas, à une certaine époque, il proposait le Blender Cloud. Donc là, c'était un service pour compléter, pour étendre un peu leur gamme. Et là, voilà, c'était des abonnements, tout simplement. Donc ça peut être ce genre de modèle-là. Il y a certains projets qui font appel aux dons. Framasoft, par exemple, April, les associations en général, ça fonctionne sur la base du don. Voilà. Il y aurait sans doute d'autres exemples, mais en fait, souvent on essaye de trouver des mécanismes complémentaires qui vont permettre de conserver cet aspect libre tout en proposant, je commence à dépasser un peu, tout en proposant voilà, des petits services en plus, quoi, qui ne sont pas essentiels, mais qui peuvent quand même être utiles aux utilisateurs et qui permettent aussi aux utilisateurs de
de contribuer, quoi, enfin de soutenir, voilà, chercher le mot, soutenir financièrement. Parce que c'est vrai que des fois, on aimerait bien, par exemple, voilà, soutenir tel logiciel, bah, c'est important de pouvoir en faire un don, hein, tout simplement. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question, mais la conf touche à sa fin. Ça tombe bien parce qu'on a faim. Je vous remercie beaucoup encore une fois d'être venu à cette présentation et je vous souhaite un très bon Capitole du Libre. Et si vous avez encore des questions, je suis disponible. Merci à vous.